Bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier webinaire de la Chambre de la sécurité financière. Mon nom est Priscilla Frankel, je suis conseillère principale aux communications à la Chambre et je serai la modératrice de cette session. Le sujet que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui en est un particulièrement sensible pour les conseillers. Il s'agit de la protection des données des clients. Pour en parler avec nous, je vous présente notre invité, Jean-Patrice Dauzois, qui est directeur principal affaires juridiques et conformité chez Humania. Bonjour, maître Dauzois. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, nous allons discuter ensemble des différents défis auxquels font face les conseillers dans un contexte de distanciation physique, tant au plan de la collecte, du transfert que de la sauvegarde des données des clients. Avant de commencer, j'aimerais préciser à tous les participants que vous avez la possibilité de nous poser des questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais nous n'avons pas la possibilité de vous répondre aujourd'hui, nous le ferons ultérieurement par courriel. Donc, si vous êtes sur un ordinateur, il vous suffit de taper votre question dans le module qui se situe à droite de l'image. Si en revanche vous utilisez un appareil cellulaire, la petite case pour poser des questions se situe sous la vidéo. Donc voilà, nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes et Jean-Patrice, je vais pouvoir vous céder la parole. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment ça se passe chez Humania depuis le début du confinement. J'aimerais savoir si vous avez dû adapter certains processus, voire certains produits pour faire face à ce contexte bien particulier. C'est sûr que chaque assureur a dû pallier à cette situation comme ils l'ont pu. Chez Humania, on avait la chance d'avoir un processus pour des produits numériques pour près de 80 de nos ventes. Donc, ces produits numériques qui sont offerts par plusieurs assureurs, mais qui chez nous sont assez importants, sont conçus pour une telle situation. On parle ici de produits qui sont adaptables, sécuritaires, confidentiels, qui prévoient souvent un lien avec un portail sécurisé, qui prévoient un paiement sur une plateforme. Tous ces produits-là permettent la rapidité, la simplicité, et on peut valider l'admissibilité assez rapidement et calculer les besoins avec les polices vendues. Donc, ces produits-là n'ont pas subi beaucoup de modifications avec la présente situation. C'est sûr que quand on parle des produits papier, des produits de vie universelle, ce sont des produits beaucoup plus complexes qui se vendent de façon très différente. Et ces processus-là ont dû être adaptés par la plupart des assureurs, simplement pour garantir une sécurité ou n'était simplement pas vendable pendant la présente situation. Oui, donc si je comprends bien, pas de grosse révolution finalement, quelques ajustements par rapport à certains produits. Exact, pour certains produits. Pour d'autres, peu d'ajustements, mais surtout des ajustements pour le conseiller. Excellent, merci beaucoup. Première partie de notre webinaire, quels sont les grands enjeux, selon vous, auxquels font face les conseillers actuellement? Donc là, j'étais dans un bureau, je suis désormais 100% du temps tout seul chez moi. Exact. Donc, le premier enjeu, c'est de ne plus être dans son environnement de travail habituel. Donc, les dossiers physiques se trouvent au bureau, parfois non accessibles ou peu accessibles, même si le monde des assurances a été décrété service essentiel Oui. par le gouvernement. On se retrouve à moins avoir accès à ces dossiers-là. On s'entend que ce sont les mêmes obligations de confidentialité de tenue des dossiers que nous avons à la maison. Le conseiller doit se réapproprier, si on veut, son bureau et le créer dans son environnement à la maison avec la même tenue des dossiers, mettre sous clé les dossiers physiques et toujours faire attention, évidemment. Un autre défi auquel le conseiller est confronté, c'est de ne plus être dans la même pièce que son client. Ce sont encore une fois les mêmes obligations, analyse de besoins, analyse de marché. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux conseillers. Téléconférence, vidéoconférence, si l'assureur le permet.
Et tous ces outils-là permettent l'identification du client, alors qu'avant, on remplissait les documents avec le client devant soi. Donc, ça peut être un défi, même si le gouvernement a décrété qu'à partir de demain, ce pourrait être possible à l'extérieur et vous pourrez Oui, rencontrer votre client dans un parc ou dans sa cour. Ça reste à voir. On va voir comment ça se développe, mais pour on en l'instant, saura plus. je parle de la situation présente. Mais alors concrètement, justement, là, vous parlez du défi d'identification. Qu'est-ce que je peux faire avec, mettons, avec mon outil de visioconférence? Il y a plusieurs avantages à la visioconférence par rapport à la téléconférence si l'outil est accessible. On s'entend que la visioconférence a une capacité d'enregistrement, même si la téléconférence a cette même capacité, mais l'enregistrement de la conversation dans laquelle on a le client et le conseiller est quand même très intéressant. Il y a la notion d'aller chercher le consentement de façon visuelle et verbale, C'est le important. consentement préalable qui est très important. Euh, Notamment une belle capacité de partage d'écran. Donc, on peut partager le document. Autant auparavant, le conseiller remplissait le document avec le client, que ce soit un document papier ou dans un processus de vente de produits numériques, le faisait avec son portable, mais en montrant l'écran avec le client à côté de lui. On peut faire la même chose avec la visioconférence. Le client est techniquement à côté de nous pour la visioconférence et on partage son écran avec le client pour remplir les questions du processus en ligne. Donc, ça permet un beau partage à ce niveau-là. Il y a aussi une Pardon. excusez-moi, oui. Non, non, je disais juste, ça permet vraiment de reproduire des conditions qui sont très similaires à celles que les conseillers connaissaient avant, finalement. Tout à fait. On essaye de reproduire de façon numérique l'environnement qui existait auparavant. Et une autre belle capacité, c'est justement l'identification simple pour les nouveaux clients. Avec le visuel, on peut s'assurer que c'est bel et bien le bon client qui est là. Et s'il y a des cartes ou d'autres capacités d'identification, on peut les voir à l'écran avec le visage de notre client pour s'assurer de son identification. Je peux enregistrer là au début de ma visioconférence, finalement, identification avec pièce d'identité, avec photo, et enregistrement du consentement. Puis Oui, ensuite, et on verse le tout au dossier. Donc, c'est des outils qui permettent ces capacités-là. Mais il faut faire attention, il faut choisir les bons outils de communication. Il y a plusieurs outils qui s'offrent aux conseillers, qu'on parle de GoToMeeting, Microsoft Teams, WebEx, Zoom. Il faut choisir le bon outil, les tester, examiner l'offre, donc les capacités qu'ils offrent. Il faut qu'il y ait une belle capacité d'enregistrement qui assure l'intégrité de la conversation. Faut faire attention, il y a certains outils qui limitent le temps avec son client, notamment des produits gratuits eux, ont une certaine limite. Donc, on se trouve à couper notre conversation au milieu. Souvent, les produits payants enlèvent cette limite de temps. Et il faut aussi des produits qui assurent une belle sécurité. On s'entend, il y a des compagnies comme Zoom qui ont fait les manchettes dernièrement sur ces aspects de sécurité. Donc, bien lire les contrats, bien s'assurer des paramètres avant d'utiliser un tel outil et les tester avec notre famille auparavant. Il y a plusieurs éléments et se oui, rendre confortable avant de faire la vente avec le client. c'est une Euh, excellente idée. Et j'ajouterais aussi, tout simplement, tenez-vous au courant de l'actualité. Tout à Euh, fait. Si un outil quelconque a des failles, on va le savoir dans les médias très rapidement. Donc, restez à l'écoute de ce qui se passe là. Exact. L'outil parfait est l'outil avec lequel vous êtes confortable, qui garantit l'intégrité, la sécurité et qui a une capacité d'enregistrement. Mais sinon, votre choix est le vôtre suivant votre recherche. Euh, on parlait tout à l'heure de la capacité d'enregistrement. Je tiens à dire, avant de procéder à un enregistrement quelconque, il faut bien avertir le client. On se trouve à faire un enregistrement avec une autre partie. Si on veut pouvoir verser ça au client, au dossier, il faut avertir le client auparavant. Il faut choisir l'outil qui garantit, comme je disais, la qualité et l'intégrité de la communication.
parce que si on a juste un extrait de la communication, ça vaut ce que ça vaut au niveau légal, et la qualité est toujours garant d'une bonne transmission. Comme je le disais auparavant, bien verser l'enregistrement au dossier, c'est pour votre protection. On vient ici mettre au dossier toute la conversation, les échanges, les informations. Et comme je le disais, bien se pratiquer auparavant, que ce soit avec des clients, tester les paramètres, etc. Avec ses proches. Oui, avec sa famille, appeler grand-papa, grand-maman qui sont dans des résidences. Je suis sûr qu'ils vont juste être heureux. Très bonne idée. Très important avec toute cette situation-là, c'est le maintien des mesures de sécurité qui prend encore plus d'importance en raison du plus grand risque de perte ou de communication. Notamment, on parle ici, là, ne copiez pas, n'imprimez pas des dossiers contenant des informations sensibles ou personnelles pour les sortir du lieu de travail. Si vous avez accès à votre lieu de travail, faites-le le moins possible. Mettez ça sur votre outil de travail. L'imprimer, c'est la meilleure façon de les perdre. Ne communiquez pas d'informations sensibles ou personnelles à une personne en télétravail sur son adresse personnelle. C'est mieux d'utiliser les adresses professionnelles qui souvent font partie d'un réseau, garantissent une meilleure sécurité. L'adresse personnelle, c'est ça. Ça vaut ce que ça vaut. N'emportez pas des dossiers contenant des informations sensibles ou personnelles chez vous, sauf dans les paramètres que j'expliquais tout à l'heure. Sur les nouveaux dossiers, vous êtes tenu aux mêmes obligations de tenue des dossiers. Assurez-vous que les individus résidant sous votre toit n'ont pas accès aux dossiers et informations qui apparaissent soit à votre écran ou qui traînent aux alentours. On parlait des bons outils, donc de limiter l'accès à la famille qui habite avec nous et s'assurer d'être à l'abri des oreilles indiscrètes lorsqu'on discute au téléphone ou en visioconférence d'informations sensibles ou confidentielles. Quand on dit les murs ont des oreilles, les enfants ont aussi des oreilles. Merci beaucoup pour tous ces conseils très pratico-pratiques. On voit que dans ce nouvel environnement de travail, il faut vraiment faire attention à de nombreux paramètres. D'un point de vue plus installation physique, qu'est-ce qu'on peut dire pour qu'est-ce que serait le conseiller bien équipé en télétravail aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait comme matériel autour de lui? On parle de la situation idéale ici. Je dirais un ordi perso et un ordi pour le travail, c'est la situation idéale. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais quand la famille a accès à l'ordinateur personnel de la maison, ça veut dire que c'est aussi un accès à ces dossiers qui sont dessus. Donc, idéalement, de séparer le professionnel et le personnel. Sur cet outil de travail, un CRM, un bon logiciel de web meeting, donc comme on parlait antérieurement, un bon antivirus, très important, un logiciel pour les signatures électroniques ou numériques selon les exigences des assureurs avec qui on fait affaire, un logiciel de messagerie sécurisé et un bon café. Un bon café. Excellente suggestion. Ça me permet de passer à au second chapitre de ce webinaire. Le transfert sécuritaire des données. Ça, c'est un autre volet qui est très important pour les conseillers. Quels sont vos conseils à ce chapitre? C'est sûr qu'en partant, on ne saurait le dire assez, le simple courriel devrait être proscrit pour transférer les données. Il y a pas, quand on met des données sensibles, confidentielles dans un courriel et qu'on l'envoie, c'est comme l'envoyer dans la nature sauvage. Donc, c'est important de ne pas transmettre de courriel contenant des renseignements personnels qui se trouvent être moins protégés que les adresses réseau ou les adresses professionnelles. Utilisez un réseau VPN si c'est accessible dans votre entreprise, accessible avec votre assureur. Discutez-en avec votre assureur si c'est pour la mise en place d'un réseau VPN. Ou discutez-en avec votre cabinet s'il en est. Souvent, les cabinets ont ça en place avec les assureurs. C'est la meilleure façon de transmettre des renseignements personnels. On saurait assez le rappeler, c'est le transmetteur qui est responsable de la protection des renseignements. Donc, en tant que conseiller, si vous transmettez des renseignements qui appartiennent à votre client,
c'est vous qui êtes responsable de la protection de ces renseignements-là. Donc, comme je le disais, privilégier les échanges encryptés, la transmission via connexion VPN et idéalement, dans un monde idéal, utiliser un processus de vente de produits numériques qui, eux, sont sur un portail qui est sécurisé. Donc, il n'y a pas de transmission d'informations dans la proposition. Tous les renseignements personnels sont entrés directement dans le processus. Ce sont des produits idéalement conçus pour une telle situation. D'accord. Toujours au chapitre du transfert de données, là, on le sait que de plus en plus de clients, notamment les clients qui sont plus jeunes, aiment beaucoup contacter leurs conseillers via Messenger, WhatsApp et autres outils de communication comme ça, sur lesquels finalement on n'a pas on a pour ainsi dire pas de contrôle. Quels sont, est-ce que vous avez des restrictions par rapport à l'utilisation de ce type d'outils? On s'entend que les nouvelles générations aiment utiliser leur portable, les outils rapides, Messenger, mais même le texto. C'est de plus en plus présent. Les assureurs en sont conscients. Nous en sommes conscients nous-mêmes. Toujours faire attention dans ces cas-là de ne pas partager d'informations personnelles via Messenger ou texto. Même chose, à même titre que le courriel. Donc, rappelez à votre client de faire attention s'il commence à vous transmettre des choses comme ça. Oui, on peut faire des captures d'écran, les verser au dossier, tout ça, mais la sécurité est ce qu'elle est. Donc, pas de partager d'infos personnelles. Il y a certaines compagnies ou cabinets qui permettent une vente via un processus qui est prévu sur un portable. On citerait ici la compagnie Emma qui permet un processus de vente entièrement sur portable avec le courtier, mais on se trouve dans un environnement sécurisé. Donc, le partage d'informations et tous les échanges se trouvent à être bien encadrés. Donc, ce n'est pas une simple utilisation de texto ou de Messenger. Il y a un processus encadré que je recommande fortement là, pour ceux qui veulent vraiment utiliser les portables. Oui, on est dans ce cas-là dans un univers contrôlé, ce qui n'est pas du tout le cas avec texto, Messenger. Donc, on peut se dire bonjour, on peut avoir un échange finalement cordial avec ces applis, mais certainement pas transférer des informations sensibles. Exact. On peut initier le contact, commencer la conversation, mais à partir du moment où on entre avec les informations sensibles ou personnelles, il faut mettre le stop avec le client et privilégier une autre méthode de conversation. Parfait, merci. Dernier volet de notre petit programme, la sauvegarde des données. Alors, quels sont, une fois de plus, vos conseils à ce chapitre? Euh, on n'y pense pas souvent, mais je dirais en partant, ne rien laisser sur le desktop. On essaie de ne pas toujours être connecté VPN ou connecté au réseau professionnel. Et pour faire vite, on sauve sur le desktop. Il y a les problématiques avec la sécurité des gens de notre famille qui sont autour, qui peuvent accéder à ce qu'il y a sur le desktop, mais également les accidents qui peuvent arriver. Donc, que ce soit l'ordinateur qui saute ou simplement renverser son café sur son écran ou sur son clavier qui vient bousiller l'ordinateur et on perd tout ce qu'on a sur le desktop. Donc, je pense que les informaticiens nous le rappellent assez souvent, ne pas faire ça. On en parlait tout à l'heure, faire attention à l'environnement, limiter l'accès aux outils par notre famille, limiter l'environnement alors qu'on est en conversation avec le client. Je sais que ce n'est pas toujours évident avec les enfants qui sont également en confinement autour de soi, mais c'est dans la mesure du possible. Assurez-vous que les individus qui résident sous votre toit n'ont pas accès aux dossiers informations qui apparaissent, soit à votre écran, dans vos dossiers, etc. On avait l'habitude peut-être d'être plus conciliant à ce niveau-là, mais avec la présente situation, ces faits-là prennent une nouvelle importance. Exactement, tout à fait. Toujours en ce qui concerne la sauvegarde, on entend beaucoup parler de l'info nuagique. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
C'est un choix personnel ou en fait un choix de compagnie. Souvent, il y en a qui ont des serveurs corporatifs. Il y en a qui privilégient une solution infonuagique qui offre parfois simplicité, sécurité, souvent moins cher qu'un gros serveur, permettent une plus grande souplesse. Euh, Par contre, on a une perte de contrôle sur la sécurité des données, alors qu'un serveur, on a l'entier contrôle de ce qui entoure ça. L'info nuagique, on est tributaire de l'encadrement mis en place par le fournisseur. Bien lire le contrat, bien lire les paramètres avant d'utiliser l'info nuagique, mais c'est toujours une possibilité. Et lorsqu'on utilise de l'info nuagique personnelle, comme on a beaucoup, comme par exemple tous ceux qui ont des iPhones ont le nuage de Apple, donc pour la transmission des renseignements et des documents, si on transmet un document au client à l'aide de l'info nuagique, faire attention à ce qu'on laisse sur l'info nuagique, comment on donne les accès à ces nuages-là aux clients et s'assurer qu'il n'y a plus d'accès après pour quand on passe à un nouveau client et on met d'autres documents. Donc, il y a des paramètres à regarder, à faire attention et bien lire ces paramètres-là et être au courant. Et comme à chacun des chapitres qu'on a abordés ensemble, toujours la même chose, le conseiller est responsable, là aussi, de la sauvegarde en bonne et due forme des données de ses clients. Oui, on ne saurait le dire assez. Toutes ces mesures-là sont pour votre sécurité. Vous êtes responsable des données de votre client. Donc, mettre en place les meilleurs outils, les meilleurs paramètres, c'est toujours une bonne idée. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Patrice. On va pouvoir passer à la période de questions. J'en ai reçu plusieurs. On va commencer par celle-ci de Robert. Comment se comporter avec un client qui n'est pas du tout à l'aise avec les nouvelles technologies? Est-ce que vous avez des conseils? Oui, ça arrive. Nous-mêmes étions confrontés à ça avec les produits numériques. Il y a des clients qui ne sont pas confortables avec de tels aspects. C'est toujours délicat. On veut prendre le client par la main, l'amener vers ces nouvelles technologies, mais le téléphone est également permis par certains assureurs, pour certains produits. Il y a beaucoup d'assureurs qui permettent la numérisation des documents pour l'envoi, surtout en période de pandémie. Donc, s'assurer avec l'assureur, aller voir les FAQ qui sont sur les sites des assureurs par rapport aux mesures spéciales en ce temps de confinement. Beaucoup de gens le disent, les façons de faire auparavant ne seront plus les mêmes. Donc, il y a des choses qui vont évoluer. La numérisation est là pour rester et les façons de faire vont être modernisées. La situation oblige. Donc, c'est un peu ce que je dirais. Tranquillement, il faut se diriger vers ça. Et le client doit s'y faire également. Oui, parce que je pense que le constat d'à peu près tout le monde, c'est qu'il y avait un processus en marche. Puis on l'a bien vu, puisqu'au début, vous nous disiez, ben, on n'a pas fait la révolution chez Humania, ça ne nous est pas tombé sur la tête. Mais je pense que tout le monde fait ce constat qu'on a vécu une accélération de finalement un travail qui avait été commencé depuis quelques années déjà. Oui, puis on a été confronté à une nouvelle réalité assez rapidement. Beaucoup d'entreprises, justement, se questionnaient sur, par exemple, les principes de télétravail, comment on pouvait appliquer ça à tous, est-ce que c'était faisable? Donc, il y avait beaucoup de questionnements. Et là, on a été confronté du jour au lendemain à cette situation où on a dû mettre en place ces paramètres de télétravail pour tous. Et on a vu que non seulement ça marche, mais ça marche quand même bien. Donc, des fois, des révolutions se font tranquilles et des fois, des révolutions se font tout simplement par la force des choses. Exactement. J'ai une autre question ici de France qui nous demande si nous n'avons pas la possibilité d'enregistrer notre session Zoom. Donc j'imagine, on peut imaginer que le client refuse.
mettons. Est-ce qu'il y a d'autres options une fois que j'ai identifié le client? Il y a toujours l'option, oui, de séparer. Ce n'est pas idéal pour l'entièreté du processus, mais c'est libre à vous de voir avec le client, selon le produit choisi, selon les paramètres qui sont disponibles. Une fois qu'on a identifié d'une certaine façon, on verse au dossier, on passe après ça par téléphone. Si le client est vraiment plus confortable par téléphone, c'est une autre réalité. Comme par exemple, si on parle des produits numériques, ben, on se trouve à remplir le questionnaire pour le client avec le client qui est au téléphone, mais ça existait déjà avant. Ça, c'est important de le souligner. Ce n'est pas nécessairement un fait nouveau. Comme par exemple, nous, il y a beaucoup de produits comme ASEM, Hugo, où on permettait la vente qu'on appelle non-face-to-face, donc à distance. Ça se faisait par téléphone, ça se fait encore par téléphone. Donc, la situation n'a pas changé, c'est juste que là, on s'entend que c'est pour 100% des ventes. Mais de toute façon, dans la mesure où je ne peux pas enregistrer, la prise de notes demeure très importante. En revanche, Oui. je pense que… Ça l'était avant pour les rencontres au face-à-face. La prise de notes était déjà importante pour couvrir l'analyse effectuée avec le client. Elle prend également son importance que l'on soit à distance. Ce sont des bonnes habitudes de faire. Excellent. Une autre question de Gaëtan. Je ne laisse aucune donnée sur mon ordinateur. Je garde sur une clé USB mes fichiers clients et un backup sur un disque dur externe. Suis-je conforme? Euh, oui, les clés USB peuvent également être perdues. Il faut qu'elles soient encryptées, j'imagine. C'est ça. On parle d'encryptage des clés USB avec le backup, c'est bien aussi. Ce sont toutes des bonnes habitudes à prendre si on n'a pas un outil de travail qui est verrouillé. Il y a des solutions de rechange, on s'entend. Si quelqu'un a juste son ordinateur personnel et travaille tout le temps avec ça, oui, les meilleures solutions sont toujours à privilégier. Excellent. Pascal, si malgré nos avertissements de ne pas le faire, un client nous transmet de l'information sensible via message texte ou autre manière peu sécurisée, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez averti le client et il le fait quand même. Comme je disais tout à l'heure, l'onus de protéger les renseignements transmis est au transmetteur. Les informations appartiennent au client. Si le client décide de vous les transmettre malgré les avertissements et que c'est la manière qu'il veut privilégier, c'est son choix. Ce sont ses informations. Il est averti. Donc, s'il veut le faire quand même et insiste pour le faire, c'est une chose. Après ça, vous, votre obligation, c'est dans la retransmission de ces informations-là vers l'assureur. Ah oui. À ce moment-là, vous devez mettre en place les meilleurs moyens de protéger l'information qui vous a été transmise. Mais dans le choix du client, ça lui appartient. Il a décidé de le transmettre comme ça. Ce sont des informations qui lui appartiennent. C'est son choix. Excellent. Autre question, est-ce que vous avez des conseils de base pour les personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec les paramètres très techniques et qui ressentent une inquiétude? Donc là, on parle des conseillers. Je crois comprendre à la question là, je ne suis pas du tout à l'aise. J'ai des inquiétudes. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à ça? C'est l'occasion jamais. Se former. Il y a beaucoup d'assureurs qui offrent des formations par webinaire. Donc, c'est l'occasion jamais non seulement de se former sur ces nouveaux produits-là numériques, de les tester. Les plateformes d'aujourd'hui sont très intuitives, c'est user-friendly. Donc, ce n'est plus ce que c'était à leur début. C'est facile d'approche, facile d'utilisation. Donc, mon conseil, c'est justement de les tester. Il y a même des programmes. Nous, chez Humania, on avait mis en place un programme pour les nouveaux produits où
il y avait un concours simplement pour l'utilisation. Ça n'était même pas lié à une vente, mais juste de tester la nouvelle plateforme, d'aller l'utiliser. Donc, on encourage les conseillers à aller le tester et souvent, comme on dit, le tester, c'est l'adopter. D'adopter. D'accord. Le message est passé. Une petite question de Lise qui demande, concernant l'identification, est-ce nécessaire avec les clients que l'on connaît bien? Ce qui est moins nécessaire avec les clients que l'on connaît bien, c'est la partie identification. Au départ, quand on a mis en place notamment la possibilité de faire de la vente à distance, euh, on avait mis ces paramètres-là disponibles surtout dans le cas des clients connus. Parce que par téléphone, il n'y avait pas vraiment de moyen de bien s'assurer de l'identité de la personne qui est au bout du fil. Ces choses-là ont évolué. Mais évidemment, dans le cas où c'est un client que l'on connaît, avec lesquels on a fait des affaires, il y a une plus grande simplicité à faire affaire avec ce client-là. Mais les besoins sont encore là. Donc, on est tenu aux mêmes obligations. Et l'AMF est venu encadrer de toute façon tout ce qui est vente à distance, vente en ligne. Et les obligations ne changent pas. On doit faire la même approche. Donc, que ce soit un client que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, il y a une plus grande analyse, une plus grande sécurité à mettre en place avec un client que l'on ne connaît pas, mais ce sont les mêmes obligations pour le conseiller. D'accord. Le temps file, on va prendre une dernière petite question. Est-ce que vous recommandez certaines sources d'informations pour ceux qui veulent s'éduquer sur toutes les questions qui ont été abordées là, à travers le webinaire? Tous les autres webinaires de la CSF vont être extraordinaires pour ce genre de questions. Il y a évidemment des webinaires qui sont offerts par plusieurs assureurs spécifiques à leurs produits ou simplement à la vente à distance ou sur les produits numériques en général. Il y en avait déjà en place avant la crise pandémique. Il y en a encore plus maintenant. De vous informer, l'offre est là, il y en a énormément. Nous-mêmes, nous en donnons beaucoup pour les conseillers. Et de questionner, soit les services à la clientèle, d'écrire à la conformité si vous avez des questions. On est très ouvert à répondre à vos questions. Ça nous fait plaisir. Donc, l'offre est là. C'est à vous de la saisir. Tout à fait. Alors, pour préciser ce que vous disiez, effectivement, je vous invite tous à consulter Infodéonto sur le site web de la Chambre, bien entendu, mais aussi régulièrement que possible la page Info Covid-19, qui est régulièrement mise à jour et notamment, on a une foire aux questions qui est alimentée quasi quotidiennement. Donc, nous répondons tous les jours aux questions des conseillers en matière de conformité. Ceci clôt le webinaire. Merci beaucoup, Maître Dozois, d'avoir pris de votre temps pour nous apporter tous ces éclairages. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Évidemment, si on mentionne toutes les sources d'information, mais si vous avez accès aussi à des ressources informatiques au sein de votre cabinet ou de votre entreprise, ce sont des mines d'informations extraordinaires pour ce genre de questions, pour l'encadrement et pour savoir qu'est-ce qui est sécuritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce sont aussi de très bons barèmes à aller chercher. À aller chercher, tout à fait. Donc, merci encore, Maître Dozois. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous précise une fois encore que si nous n'avons pas eu le temps de répondre à votre question, ne vous inquiétez pas, ça sera fait dans les jours qui viennent. Si vous avez manqué un bout du webinaire ou si vous souhaitez le revoir ou le partager, il sera disponible dès demain sur notre site internet. Je vous invite également à lire notre bulletin afin de vous tenir au courant des prochains rendez-vous que nous vous donnerons. Alors, sur ce, merci encore à tous et bonne journée.
Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.